Hello tout le monde, c'est Manu. Je suis ravi de vous accueillir dans une nouvelle vidéo qui est centrale au projet et qui va traiter d'un thème que vous connaissez déjà sûrement, la vulgarisation. Ne serait-ce que par Florence Porcel, Doc7 ou les vulgarisateurs, Albert Einstein, Thomas Edison ou alors Roland Luc ou Hubert Reeves, vous avez déjà sûrement entendu parler de la vulgarisation, ne serait-ce qu'à l'école ou à l'université, tout simplement parce que la vulgarisation est en plein boom, avec la rapidité d'Internet et ses différents médias, mais également par l'interconnectivité mondiale et l'augmentation des plateformes de conversation et la démocratisation de l'échange de l'information, mais aussi parce que les scientifiques ont de plus en plus envie de partager leur savoir avec des citoyens qui ont soif de connaissances. Qu'est-ce que la vulgarisation? Est-ce que c'est simplement informer? Pas que. À mon sens, si je fais la synthèse des recherches que j'ai faites sur le sujet et de mes expériences, on peut dire que vulgariser, c'est l'art d'expliciter des idées pour les rendre accessibles et captivantes à un public non spécialisé, sans tomber dans le simplisme. Autrement dit, c'est essayer de donner l'impression au public qu'il est plus intelligent. Quand je dis qu'il ne faut pas tomber dans le simplisme, je dis simplement qu'il ne faut pas nuire à l'essence de ce que vous souhaitez développer, ne pas dénaturer le produit. Les idées que vous souhaitez aborder peuvent être compliquées, voire complexes, mais ça ne signifie pas qu'il faille qu'elles perdent de justesse et qu'elles conduisent à des vérités qui sont erronées à cause de raccourcis trop appuyés ou dilués. Des slogans comme « Les étrangers nous volent notre travail » ou « Manger 5 fruits et légumes par jour pour vivre plus longtemps » ou encore « Les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Regardez les tueries dans les écoles ». Ce sont des exemples certes triviaux, mais qui illustrent bien l'idée de concepts tellement simplifiés, en même temps vous allez me dire que c'est le principe des slogans, mais tellement simplifiés qu'ils vont perdre en justesse et qui vont donc véhiculer des valeurs fallacieuses et qui ont perdu de leur sens en plus de brouiller le message originel. Pourquoi vulgariser? Il est légitime de se demander pourquoi est-ce qu'on pourrait vulgariser. Par exemple, pour notre livre, nous avons choisi de vulgariser pour permettre aux étudiants de réfléchir et de voir le monde infirmier autrement. On a vu ensemble que vulgariser, ça permettait d'échanger des concepts et des idées, d'où l'intérêt des conférences TED, par exemple, que je mettrai en bas de la vidéo, mais pas uniquement. Pour les chercheurs, la vulgarisation, c'est le moyen d'améliorer leur enseignement, mais également leur recherche. Et pas uniquement, ça sert également à chercher des financements, parce que beaucoup sont faits sur projet. Il faut par exemple expliquer avec des mots simples et bien choisis à des financeurs qui n'y connaissent pas toujours grand-chose, en quoi l'idée de rechercher pendant 3 ans comment recycler son urine sur Mars serait une bonne idée pour la science. De plus, l'article L112.1 du Code de la recherche stipule qu'il est du devoir des scientifiques d'informer la population, notamment les jeunes, parce que beaucoup de leurs recherches sont faites sur fond public. Il s'agit notamment d'un devoir moral pour certains scientifiques d'informer cette population. Pour d'autres, il est question simplement de faire partager ses passions ou de faire naître des vocations chez un jeune public. Pour d'autres, c'est également un tremplin pour permettre aux citoyens moyens d'exercer sa logique et d'exercer son esprit critique. Ok, tout ça c'est très bien pour les chercheurs, mais moi alors? Ce qui est recherché dans la vulgarisation, c'est l'émotion de savoir que le temps est une convention et qu'il n'est pas le même partout dans l'espace. De savoir que la vie extraterrestre est plus que certaine, de savoir qu'il y a des exoplanètes qui gravitent autour de soleils bien plus massifs que le nôtre, de savoir d'où vient la notion de soin, de savoir par exemple que les néandertaliens utilisaient des pigments et des liants comme on le fait encore aujourd'hui. La vulgarisation, c'est également un moyen pour le citoyen d'exercer son vote éclairé concernant des thématiques comme la radioactivité, les thérapies géniques, les perturbateurs endocriniens, la recherche sur les embryons, et tout ça grâce à cette loi L112.1. À mon niveau, puis-je vulgariser? Il ne faut pas être nécessairement triplement docteur en sciences pour pouvoir vulgariser. Vous pouvez le faire à votre niveau. Mais sachez bien que lorsque vous vous vulgarisez, vous vous exposez à des critiques, et par conséquent, il est bon d'avoir une certaine maîtrise de son sujet. Mais si vous pensez que vos idées sont pertinentes, ou qu'elles explorent une face inédite d'un phénomène connu, ou alors qu'elles sont encore originales, n'hésitez surtout pas à les partager, parce que c'est très important le partage du monde, de concepts, de philosophie, voire de vision du monde. Pour ceux qui ont fait des études, vous devez sûrement déjà avoir connu le fait que votre tante, votre oncle vous demande ce que vous faites comme travail de fin d'études, mémoire ou doctorat, et parfois c'est assez compliqué de leur répondre simplement. Mais c'est un exercice extrêmement important, parce que ça vous permettra de vulgariser, en tout cas de commencer la vulgarisation. Je me suis rendu compte dans mes expériences, que ce soit pour des professionnels, des experts, voire des néophytes ou des enfants,
que la vulgarisation permettait de faire réfléchir les gens en profondeur, de le voir leur visage s'éclairer lorsqu'ils ont compris une idée fondamentale qui bouleverse leur vision du monde. Alors ça me procure tellement de plaisir que je vous dis, n'hésitez surtout pas à partager vos idées et vos visions du monde. Ça aide absolument tout le monde, d'accord? Et même, voyez ça comme un tremplin pour améliorer votre argumentation. Comment vulgariser? Partons d'un exemple concret. Pour le livre, j'ai par exemple dû expliquer que l'identité infirmière était un concept multidimensionnel et qui était subjectif par essence, et que par conséquent il était illusoire de vouloir la définir complètement. C'est-à-dire que même s'il y a des éléments objectivables dans le subjectif, il faut savoir que le tout est plus grand que la somme des parties pour l'identité. Et cette idée-là, c'était un peu compliqué de la vulgariser. Alors on a choisi une métaphore, qui est un vieux truc de vulgarisation, et on a choisi, je l'espère heureusement, la métaphore de l'amour, en disant qu'il est possible d'analyser l'amour en laboratoire, qu'on peut analyser les différentes zones cérébrales qui sont activées lorsqu'on est amoureux ou alors les différentes hormones, mais ce serait passer à côté de ce que c'est l'amour en globalité. Maintenant que je vous ai fourni un premier truc, il est temps de se demander comment est-ce qu'on vulgarise en vrai. Tout d'abord, il est nécessaire de connaître les différents modes d'expression, à savoir la vulgarisation orale ou la vulgarisation écrite. Dans la vulgarisation orale, qu'on appelle également médiation, il est question des conférences, des centres culturels, des animations, des vlogs, bref, tous les endroits où on est en contact avec le public. C'est ce qu'on peut appeler un média show et qui va nécessiter une certaine mise en scène, une certaine dramaturgie, un effort particulier pour articuler concrètement ces idées et les expliquer clairement, sans tomber dans le mélodrame revendicateur ou alors l'exposé soporifique. Ces modes d'expression vont nécessiter une diction, un effort particulier de présentation, alors que l'écrit est plus large, plus ample et permet d'exprimer et d'expliquer plus en profondeur des idées. C'est ce que Cédric Villani disait, le contact oral est plus efficace, tandis que l'écrit permet de développer des propos plus précis et plus profonds. D'après de nombreux auteurs, c'est en vulgarisant qu'on devient vulgarisateur. Donc il est nécessaire de se confronter au public, notamment les jeunes enfants par exemple de 10 ans quand ils commencent à réfléchir vraiment et articuler les concepts, parce que vous allez voir et comprendre quels sont les arguments qui font mouche, quels sont ceux qui vous coulent. D'après Villani, c'est la fréquentation qui vous aidera à savoir si ce que vous dites est bien reçu, si votre conférence par exemple est réussie. Tout l'intérêt de l'oral étant de captiver le public et de transcender sa passivité première en comprenant ce qu'il attend de vous. La vulgarisation écrite permet d'ancrer plus profondément les idées maîtresses et donc d'affiner ce qu'on veut dire, ce qui constitue le passage obligé pour continuer en vulgarisation. Quand on parle de vulgarisation écrite, on parle par exemple des articles scientifiques ou dans des revues professionnelles ou alors des livres tout simplement, mais également par exemple Wikipédia qui, il faut bien le dire, a parfois quelques articles qui sont vachement bien faits. Je souhaiterais simplement souligner qu'il n'y a pas de meilleur mode d'expression que l'autre, mais simplement un mode d'expression qui vous convient. Donc essayez différents modes d'expression et que peut-être vous rendrez compte que celui qui vous convient c'est le vlog et le livre. Maintenant qu'on a vu les différents modes d'expression, je vous propose de passer un peu à la vulgarisation. Ce qui compte en vulgarisation, c'est de s'adresser à un public profane qui ne connaît pas les idées que vous souhaitez développer. Par exemple, moi je m'adresse souvent pour le livre à mes amis ou à mes proches, voire mes parents, pour leur demander leur avis. L'idée c'est de poser les bases, les briques conceptuelles de compréhension fondamentales pour ensuite pouvoir les articuler et rendre intéressant et captivant ce que vous dites. L'idée c'est vraiment d'essayer de rendre accessibles ces concepts au public auquel vous faites face, que ce soit des enfants, des adultes, des néophytes ou alors des professionnels. Quand on est face à un public, on a tendance à vite se rendre compte quand on perd le fil de ce qu'on veut dire ou alors qu'on les perd parce qu'on essaie d'expliquer trop en profondeur certains concepts par exemple. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de vulgariser tout d'abord devant des amis parce que vous êtes dans une safe zone. C'est ce que par exemple Cécile Michaud disait. À qui est-ce que je m'adresse? Pour notre livre, nous avons décidé de nous adresser aux étudiants et puis plus largement à un public d'adultes ou tous ceux qui s'intéressent à l'identité infirmière. Mais il faut savoir qu'il est très important, à mon sens, de s'intéresser et de se demander
à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à des enfants, des adultes, des néophytes ou des professionnels? Pourquoi c'est important? Parce que ça va conditionner le mode d'expression qu'on va utiliser et la manière d'aborder le sujet. Est-ce que ce sont des élèves de terminale? Ou alors est-ce que ce sont des universitaires? Est-ce que ce sont des professionnels, des néophytes? Est-ce qu'on s'adresse à la terre entière? Ou est-ce qu'on s'adresse à un public très spécifique? De plus, si j'écris un article scientifique, est-ce que c'est pour une revue? Qui est-ce qui va le lire? À mon sens, toutes ces questions sont extrêmement importantes à méditer, ne serait-ce que même avant d'écrire une ligne ou d'exposer un seul fait. Un des plus gros pièges à éviter, c'est le fait de vouloir tout dire. Il faut absolument éviter de vouloir tout dire pour ne pas assommer son auditoire avec des mots abscons ou alors des liens flous entre des concepts. Au-delà de savoir à qui on s'adresse, il est important de savoir ce que c'est le spectateur moyen en face de vous. Une étude européenne sur la connaissance scientifique moyenne de l'européen lambda montre que 23% des gens pensent que les dinosaures et les hommes ont vécu ensemble et 43% pensent que les antibiotiques tuent les virus. Donc je pense qu'il ne faut pas viser trop ni trop bas, mais qu'il faut se renseigner in vivo, ou pas d'ailleurs, lors d'une conférence pour savoir ce que c'est le spectateur moyen. Une autre question importante, c'est de savoir ce qu'attend le spectateur. C'est très important, j'ai déjà souligné avant. C'est important parce que ça va conditionner notre mode d'expression. On ne dit pas la même chose à des adultes qui viennent s'instruire qu'à des enfants qui viennent avec leur classe et pour lesquels on va plutôt faire une animation pour qu'ils puissent toucher, manipuler, voir la science et les phénomènes scientifiques sous leurs yeux. Et je ne saurais mieux vous conseiller qu'Alexandre Astier qui disait que il faut faire ce qu'on a à faire et pas ce qu'on attend de nous. Maintenant qu'on sait à qui s'adresser et sur quel mode d'expression on peut s'adresser, vulgarisons enfin. Quel message veux-je faire passer? Dans le livre, il a fallu qu'on se décide et qu'on fasse consensus sur une table des matières, même si ça nous a coûté un bras, il a fallu qu'on fasse le deuil de vouloir tout dire. Et je pense que c'est réellement important. À mon sens, il est vraiment important de prendre du recul sur ce qu'on veut dire et de garder le message central avant tout, de baquer, d'enlever toutes les digressions, toutes les anecdotes inutiles, toutes les blagues salaces qu'on veut faire. Cécile Michaud disait « On termine un article ou une conférence quand on a fini de supprimer des phrases et pas d'en ajouter. » Vous l'aurez compris, le message essentiel de cette partie-ci, c'est de clarifier le plus possible son message, aller à l'essentiel. Mais avant tout, il est très important également d'innover. Ressasser les mêmes messages à longueur de temps, ce serait un peu comme une énième édition d'un one-man show traitant du rapport entre hommes et femmes. Ce serait hyper chiant. Alors qu'innover, ça permet vraiment de faciliter la compréhension des concepts de base, des briques conceptuelles dont on parlait, et de susciter l'intérêt pour captiver son public. Quel style puis-je utiliser? Il est à mon sens très important de bannir les langages abscons et les mots d'esprit de haute voltige. C'est important de faire des phrases courtes, d'aller à l'essentiel, je disais, de faire des diapositives de 10 mots, d'aller presque en ligne droite pour rendre les informations limpides et ajustées à votre auditoire. Et il faut toujours se rappeler que simple ne veut pas dire trivial. Quels sont les pièges à éviter? Les langages abscons. Quand je disais d'éviter les langages abscons, je voulais simplement dire qu'il faut essayer de bannir le plus possible les jargons scientifiques, mais également les mots valises que seuls vous connaissez. Il faut savoir que les mots ont un poids et une signification. Par exemple, le mot supputé et subodoré sont des synonymes de supposé, mais n'ont pas du tout la même signification. Il faut savoir que les mots ont également une symbolique, un sens différent en fonction des représentations sociales qu'en ont les gens. Par exemple, le mot enceinte signifie à la fois une femme enceinte, mais également une palissade ou un baffle. Si vous tenez absolument à utiliser des mots de jargon, je ne saurais plus vous conseiller de les expliciter au tout début lorsque vous placez les briques fondamentales des conceptions. Les mots connus, mais pas vraiment en fait. Sachez que tout le monde ne comprend pas le mot ADN, sociologie, catalyseur ou solipsis de la même manière que vous. À vous de les expliciter ou alors de jouer sur la représentation que le public en a. En vulgarisation, il ne semble pas y avoir d'évidence toute faite. Les raccourcis. Pour ma part, il s'agit de la plus grosse erreur en vulgarisation qu'on puisse faire et qui donne naissance à des slogans idiots comme on a vu en début de vidéo. Pour cela, il semble intéressant de ne pas offrir de failles à votre argumentation, de guider le lecteur à travers celle-ci
pour lui permettre d'avoir une réflexion mais de ne jamais sortir de la vôtre. A contrario, il est dangereux d'exagérer son propos sous le prétexte de captiver son public, parce qu'on arrive vite à justement des liens fallacieux. Par exemple, j'avais vu une émission dans laquelle on parlait de la découverte de gènes qui pouvaient réduire le risque de cancer. Et les journalistes avaient conclu que ce gène permettait de guérir le cancer. C'est pas du tout juste. Quel petit truc utiliser pour vulgariser? Je vous disais plutôt qu'il fallait captiver son auditoire. Et pour ça, rien de mieux qu'un vieux truc comme la métaphore ou l'analogie pour ancrer le message dans la tête. Il est parfois nécessaire, par exemple, de créer des animations, que ce soit pour les enfants ou les adultes, il ne faut pas le nier non plus, pour qu'ils puissent manipuler, se rendre compte des phénomènes qui se passent devant eux, ou alors justement créer une certaine empathie en parlant de faits personnels, ou par exemple en faisant monter les gens sur scène ou en leur posant des questions ouvertes. Ça permet de les impliquer et donc de susciter leur intérêt. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette toute faite pour faire de la vulgarisation, mais seulement de l'expérience. Avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous dire que je vais mettre en bas de la vidéo différents liens, notamment les conférences TED ou des mardis de l'espace des sciences que je vous conseille, que j'adore, que je regarde tous les jours, c'est vraiment de la balle, mais également des youtubeurs très célèbres ou alors d'autres conférenciers que j'adore, comme Roland Lehoucq ou Étienne Klein, qui sont tous les deux des physiciens, mais également Luc Ferry, qui fait de la philosophie comme jamais, et que j'adore, dont je voudrais vous présenter le livre qui s'appelle « Apprendre à vivre » et dont je mettrai les références en dessous également. Pour ceux qui s'intéressent et qui veulent se lancer dans la vulgarisation, je vous conseille le livre de Cécile Michaud qui s'appelle « Vulgarisation scientifique 2. Mode d'emploi » et qui est un des livres sur lesquels j'ai pu me baser pour écrire ce vlog. Je voudrais également vous présenter évidemment le livre Y penser de Bruce, qui est un youtubeur célèbre, et que j'adore et que je vénère absolument. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle permettra à beaucoup d'entre vous de vous lancer dans la vulgarisation. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On se revoit dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao Internet.